Dans le silence du désert, un tonnerre africain a éclaté, brisant le mythe d'un continent condamné à attendre. En octobre 2025, 3 nations du Sahel, Mali, Niger et Burkina Faso, ont lancé, sous le commandement du général Ibrahim Traoré, une offensive née de la fatigue et du courage. Leurs drapeaux se sont fondus dans une même flamme, celle de la souveraineté retrouvée, quand la poussière devint symbole d'espoir. Alors comment cette victoire africaine, forgée sans tutelle, a-t-elle bouleversé la géopolitique du Sahel? Cette histoire n'est pas un conte héroïque, mais une promesse tenue au prix du réalisme. Derrière le vacarme des missiles et la ferveur populaire, le message du Sahel est clair. Il ne s'agit plus de survivre, mais de se définir. Ce récit vous emmènera au cœur d'une révolution silencieuse où stratégie, technologie et fierté nationale ont remplacé l'attente de secours étrangers. Une leçon d'autonomie africaine. Car si la victoire militaire fut spectaculaire, sa portée dépasse le champ de bataille. Elle questionne les rapports de force mondiaux, les récits imposés et la capacité d'un continent à écrire seul son destin. En retraçant la bataille de Tindiban, la doctrine d'Ibrahim Traoré et les secousses géopolitiques qui ont suivi, nous découvrirons pourquoi cette victoire ne marque pas une fin, mais un commencement. Et au terme de ce voyage, une question restera suspendue. L'Afrique saura-t-elle préserver cette unité née dans le feu? La victoire du Sahel n'a pas été un miracle. Elle a été planifiée, calibrée et exécutée avec une précision de 96% selon les rapports militaires de l'Alliance des États du Sahel, AES. En seulement 48 heures, 3 armées africaines ont neutralisé un réseau terroriste que des forces étrangères n'avaient pas réussi à contenir en 20 ans. Avant octobre 2025, le Sahel n'était qu'un synonyme de désespoir. 40% des zones frontalières échappaient à tout contrôle étatique. Les convois humanitaires étaient régulièrement interceptés, et les populations vivaient dans une attente sans fin. Mais cette fois, quelque chose a changé. Sous l'impulsion d'un commandement unifié, les officiers maliens, nigériens et burkinabés ont coordonné leurs frappes via un système numérique conçu localement, reliant Bamako, Niamey et Ouagadougou, sans passer par aucun centre étranger. Les drones, alimentés par des algorithmes africains, ont transmis des images en temps réel. Les décisions étaient prises non plus à Paris ou à Washington, mais dans le désert même où naissait une nouvelle souveraineté. C'est là que le général Ibrahim Traoré, figure devenue symbole d'un continent rééduqué par l'échec, a choisi de ne plus réagir, mais de définir le terrain. Ce renversement conceptuel, nous définirons la bataille, a marqué une rupture historique avec la dépendance stratégique du passé. Et quand les premières roquettes SR-5 ont fendu le ciel du nord burkinabé, elles n'ont pas seulement détruit des positions ennemies, elles ont détruit un récit, celui d'une Afrique incapable d'agir seule. Désormais, les analystes parlent d'une doctrine nouvelle, forgée dans le sable. Intelligence, mobilité, unité. 3 mots simples, mais assez puissants pour transformer une région abandonnée en laboratoire de souveraineté. Ainsi, le décor était planté. La guerre du Sahel devenait le miroir d'une renaissance continentale. Au centre de cette transformation se tient un homme dont la posture dépasse l'uniforme. Ibrahim Traoré, à 36 ans, incarne un paradoxe africain. Soldat formé dans les structures classiques, mais animé par une défiance viscérale envers les schémas importés. Son style de commandement tranche avec les codes diplomatiques. Peu de discours, beaucoup de terrain. Ses visites nocturnes sur les lignes avancées, souvent sans escorte, ont bouleversé la perception du pouvoir dans une armée longtemps hiérarchisée par la distance. Un exemple le résume. À Arbanda, alors qu'un bataillon hésitait à avancer sous le feu ennemi, Traoré prit lui-même la radio et ordonna « Je suis devant. Suivez ». Le lendemain, la position fut reprise sans perte majeure et cette séquence circula sur tous les réseaux internes de l'AES. Le geste n'était pas héroïque, il était pédagogique. Il montrait qu'une hiérarchie peut inspirer sans crier et qu'une victoire commence par la cohérence entre l'ordre et l'exemple. Dans les jours suivants, d'autres officiers adoptèrent ce modèle de proximité. Des commandants de terrain dirigeant depuis des abris de fortune, partageant le même repas que leurs soldats. Ce changement microculturel, presque invisible pour les observateurs étrangers, fut pourtant le catalyseur moral du succès de Tindiban. Ce n'était plus une guerre verticale, mais une fraternité horizontale. Et c'est là que réside le véritable impact. Quand le leadership devient contagieux, la peur recule.
C'est ainsi que s'engage l'opération décisive, marquée par une stratégie audacieuse. Dans la nuit glaciale du 10 octobre 2025, au poste de commandement avancé de Tindiban, les écrans des drones burkinabés scintillent d'échos thermiques. Des colonnes de motos se déplacent vers l'ouest. La menace est réelle. L'ordre de déclenchement tombe à 02h17. Aucun bruit, pas de trompette. Seulement le clic métallique des fusées SR5 prêtes à rugir. À 02h30, le premier barrage de roquettes illumine le désert. Les observateurs civils des villages voisins parlent d'un tonnerre sans fin. L'objectif, frapper la mobilité avant qu'elle ne frappe les civils. En 7 minutes, 42 véhicules ennemis sont neutralisés. Les liaisons radio de Janim s'effondrent, leur transmission brouillée par un nouveau système de contre-mesure africain développé à Ouagadougou. Sous le contrôle direct d'Ibrahim Traoré, les forces de l'AES adoptent une séquence jamais vue. Frappe, retrait, relocalisation. Chaque unité tire, change de position, puis réattaque depuis un angle imprévisible. À l'aube, les colonnes ennemies ne sont plus qu'un réseau de carcasses fumantes. Mais la bataille atteint son point critique. Vers 08h00, un contre-assaut surgit du sud. Des pick-up chargés de combattants tentent d'envelopper le flanc burkinabé. C'est alors que le capitaine Sori Konaté, pilote de drone, détecte un convoi caché sous des bâches de toile. Il redirige 3 missiles guidés laser. L'impact est immédiat. La zone se transforme en tempête de sable et de feu. À 09h15, la deuxième vague AES avance. 60 chars légers nigériens pénètrent dans le corridor central pendant que l'artillerie malienne verrouille les routes d'évasion. Les communications interarmées fonctionnent à 95% de fiabilité, un record pour une coalition sans appui étranger. Les analystes étrangers, eux, resteront longtemps à comprendre comment cette coordination impossible fut atteinte sans satellite occidental. À midi, le ciel du Sahel vibre encore. Les drones traquent les survivants ennemis. Un silence tendu précède l'ordre final. Avancez. Les troupes de Niger encerclent Tindiban par le nord, tandis que les unités burkinabées sécurisent les entrepôts de carburant. Le combat se joue maison par maison. À 15h00, la radio AES diffuse le mot code « Souveraineté ». La position est prise. Le drapeau de Burkina Faso flotte sur les ruines d'un bastion que l'on disait imprenable. L'écho de cette victoire résonne immédiatement. Le soir même, les images envahissent les réseaux africains. Des soldats, souriants, posent devant des carcasses de motos détruites. À Ouagadougou, les marchés improvisent des chants de victoire. Dans les villages du Nord, les enfants courent en criant « C'est fini ». Mais pour Traoré, la guerre n'est pas qu'un triomphe militaire. Elle est une démonstration morale, celle d'un continent qui se réapproprie ses moyens, sa voix et sa dignité. Dans son message radio, il dit calmement « Nous avons combattu sans tuteur, nous avons gagné sans excuse ». Ces mots deviendront la devise officieuse de l'AES. Et dans le silence revenu du Sahel, on entendait déjà autre chose, le son neuf d'une ère qui se réveille. Avant la bataille de Tindiban, les analystes parlèrent d'une région ingouvernable. Les données de la Banque africaine de développement estimaient qu'en 2024, moins de 28% du territoire sahélien était sécurisé en continu. 6 mois après l'opération, ce chiffre atteint 61%, un bond de plus de 30 points qui redessine la carte du contrôle étatique. Ce basculement n'est pas symbolique. Il signifie que plus de 12 millions de civils vivent désormais hors de la zone d'emprise terroriste. Et derrière ces pourcentages se cachent des existences rendues à la normalité. Avant octobre 2025, un convoi humanitaire sur 3 était intercepté avant d'arriver à destination. Aujourd'hui, 92% atteignent les villages frontaliers sans escorte étrangère. Ce n'est pas seulement une prouesse militaire, c'est une révolution d'infrastructure. Les routes libérées ont raccourci de moitié le délai de livraison des médicaments et du blé, 2 ressources vitales pour la stabilité. Les ingénieurs militaires de Niamey affirment que la coordination AES a multiplié par 4 la vitesse moyenne de circulation sur les axes stratégiques. Derrière les chiffres, une idée se dessine. L'efficacité n'a plus besoin d'importation. Les sondages de l'Institut burkinabé d'opinion indiquent que 78% des jeunes de 18 à 35 ans déclarent avoir plus confiance dans leurs forces armées. C'est un renversement total après 20 ans d'exode et de méfiance. La communication directe du commandement, vidéo, messages radio, témoignages des soldats, a remplacé le langage bureaucratique des anciens communiqués copiés sur des modèles occidentaux. Selon un observateur de l'Union africaine,
Cette réappropriation du récit national est la condition première d'une souveraineté durable. Et cela, Ibrahim Traoré l'a compris avant tout le monde. La victoire morale précède la victoire militaire. Au-delà des statistiques, ces chiffres révèlent un phénomène rarement mesuré, la restauration de la confiance. Quand la population croit que son armée agit pour elle, le renseignement s'améliore, la coopération civile s'élargit et la menace s'étiole. Chaque pourcentage est un fragment de dignité récupéré. Les économistes parlent déjà d'un dividende de stabilité susceptible de générer 1,8% de croissance régionale supplémentaire dès 2026. Mais les chiffres, à eux seuls, ne racontent qu'une partie de l'histoire. Ils masquent la question essentielle. Cette performance peut-elle durer sans soutien extérieur? Pour y répondre, il faut revenir au terrain. Les bases reconstruites à Tandiban et Arbinda fonctionnent avec des ressources locales, matériaux, énergie solaire, ingénierie universitaire. L'AES a investi 54 millions de dollars dans des laboratoires tactiques pour perfectionner ses propres drones. Cette indépendance technique, modeste mais réelle, incarne la continuité du mouvement. Car dans le Sahel, la donnée n'est pas qu'un chiffre, elle devient symbole. Et dans ce symbole, une vérité persiste. La souveraineté se mesure désormais en lignes de code autant qu'en kilomètres libérés. Les critiques occidentales n'ont pas tardé à formuler leurs doutes. Certains analystes affirment que la victoire de Tandiban ne serait qu'un épisode isolé, une opération tactique sans garantie politique. Selon eux, l'unité entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso reposerait sur une émotion éphémère, celle d'un triomphe partagé plus que d'une stratégie durable. Ils rappellent que les coalitions africaines ont souvent sombré dans la fragmentation après la phase militaire. L'histoire, disent-ils, regorge d'alliances brisées par la bureaucratie et la rivalité des chefs. D'autres voix, notamment européennes, redoutent qu'un succès forgé par les armes ne serve de justification à une dérive autoritaire. Elles invoquent les précédents de pays où les officiers, une fois légitimés par la guerre, ont étouffé le débat civil. Pour elles, la stabilité obtenue à coups de roquettes pourrait se transformer en silence imposé. Face à ces critiques, les faits du terrain racontent une autre histoire. L'Alliance des États du Sahel n'a pas transformé sa victoire en propagande, elle l'a institutionnalisée. 3 semaines après Tandiban, un conseil commun de sécurité est créé à Niamey, composé à parts égales d'officiers et de représentants civils. Cette parité inédite montre que l'intention n'est pas de militariser la gouvernance, mais de l'ancrer dans une logique de corresponsabilité. Les textes fondateurs stipulent que toute opération transfrontalière doit recevoir l'accord simultané des 3 parlements nationaux, une clause que peu d'alliances internationales appliquent avec autant de rigueur. Quant à la crainte d'un enthousiasme passager, elle s'oppose aux indicateurs de terrain. Les échanges commerciaux entre les 3 pays ont augmenté de 24% en 3 mois, tandis que les flux migratoires internes diminuent. Ces dynamiques exigent plus qu'une émotion. Elles reposent sur une architecture économique concrète. Dans ses discours récents, Ibrahim Traoré ne parle pas d'empire, mais d'écosystème, un mot qui substitue la dépendance par l'interdépendance. C'est peut-être là la nuance qui dérange, quand l'Afrique se coordonne par raison et non par réaction. Le pouvoir a changé d'axe. Pour la première fois, ce ne sont plus les chancelleries étrangères qui fixent le tempo du Sahel, mais ses propres capitales. À Ouagadougou, l'équipe d'Ibrahim Traoré ne parle plus d'aide, mais de partenariat à hauteur d'homme. Chaque réunion du gouvernement commence désormais par une question simple. Que pouvons-nous produire nous-mêmes? Ce changement mental est la vraie révolution. Il ne s'agit pas d'idéologie, mais d'ingénierie. Les jeunes officiers étudient les doctrines d'autonomie numérique. Les universités développent des logiciels de coordination militaire locale. Le mot d'ordre est clair. Aucune dépendance n'est neutre. Dans cette dynamique, le Tandiban n'est plus un champ de bataille, mais un prototype. Les drones construits hier pour la guerre servent aujourd'hui à cartographier les zones agricoles. Les bases militaires deviennent des centres de télécommunication. L'énergie solaire alimente les hôpitaux. La victoire se transforme en infrastructure. Ce renversement, du feu vers la lumière, marque une étape majeure du récit. Car à ce stade, le Sahel n'essaie plus d'exister. Il commence à inventer. L'onde de choc de Tandiban résonne bien au-delà des champs de bataille, transformant la région. Dans les villages du Nord, les files d'attente pour les convois humanitaires ont disparu. Les marchés hebdomadaires ont rouvert. Les écoles reprennent.
Le taux de retour des déplacés internes atteint 64%, selon l'AES. Les habitants parlent d'une paix construite, non livrée. Le moral collectif s'élève. Les prières du matin ne demandent plus la survie, mais la stabilité. Les entrepreneurs locaux profitent de la sécurité retrouvée. Les routes dégagées permettent une reprise spectaculaire du commerce interfrontalier, plus 127% en 3 mois. Les coopératives agricoles exportent à nouveau du mil et du coton vers les capitales voisines. Le secteur privé burkinabé, longtemps étouffé par la peur, retrouve l'accès au crédit. Les banques nationales signalent une hausse de 18% des micro-prêts, soutenus par la confiance post-Tindiban. Le gouvernement d'Ibrahim Traoré lance une réforme de la fonction publique. Fusion entre civils et militaires dans les zones de reconstruction. Chaque projet doit inclure un comité mixte de contrôle communautaire. Cette mesure réduit de 40% les détournements recensés avant la guerre. Les ministères de la Défense et de l'Éducation travaillent ensemble pour réhabiliter les écoles détruites, transformant les anciennes casernes en centres de formation civique. L'administration apprend à agir comme un réseau, non plus comme une pyramide. Au Mali et au Niger, la doctrine AES inspire une révision des alliances. Les accords bilatéraux avec les anciennes puissances coloniales sont réévalués. Plusieurs missions étrangères ferment leurs bases. La coordination entre les 3 pays s'élargit au commerce, aux télécommunications et à la diplomatie commune. Les analystes de l'Union africaine évoquent une CEDEAO alternative, une intégration pragmatique fondée sur la souveraineté partagée. Même le Ghana et la Guinée suivent les discussions, curieux de ce nouveau modèle sahélien. Au total, ces effets composent une symphonie inattendue. Ce n'est plus la peur qui dicte l'agenda, mais l'efficacité collective. Et dans chaque décision, on retrouve l'empreinte d'un principe unique. Ne plus dépendre, mais coopérer. Entre prudence et ambition, l'avenir du Sahel se profile avec une nouvelle dynamique. La victoire de Tindiban a créé un nouvel horizon, mais chaque horizon porte son nuage. Dans la trajectoire la plus probable, l'Alliance des États du Sahel stabilise ses gains militaires. Les frontières restent calmes, mais la reconstruction avance à un rythme modéré. Les gouvernements investissent dans la sécurité alimentaire et la modernisation des infrastructures. Cependant, le manque de liquidité freine les programmes sociaux. La popularité d'Ibrahim Traoré demeure élevée, mais la fatigue administrative s'installe. Cette phase de consolidation est nécessaire. Elle transforme la ferveur en structure. Dans une perspective plus optimiste, le modèle AES inspire d'autres nations africaines. Des accords de coopération s'étendent jusqu'au Tchad et à la Guinée. La création d'un marché commun sahélien attire les investissements sud-sud et les capitaux arabes. Les taux de croissance atteignent 4,5% dès 2026, soutenus par une diplomatie décomplexée. Le discours d'autonomie devient un levier de fierté économique. L'Afrique s'éveille autour d'un axe Ouagadougou-Bamako-Niamey, et le Sahel cesse d'être une périphérie. Dans le pire des cas, la pression internationale s'intensifie. Des campagnes de désinformation fragilisent les institutions. Les sanctions économiques se durcissent, étouffant les projets de reconstruction. Les divergences internes sur la gouvernance du commerce et de la défense réapparaissent. Des groupes opportunistes exploitent les tensions frontalières pour relancer l'instabilité. Le risque principal, que la fierté se transforme en isolement. Si le Sahel choisit la transparence avant la puissance, il consolidera sa légitimité. Mais si la conquête de l'autonomie se mue en exclusion, la victoire de Tindiban perdra son sens. Entre les deux, il existe un équilibre fragile, celui où la souveraineté devient service, non slogan. Pour les habitants du Sahel, la victoire de Tindiban n'est plus un récit à la radio, c'est un souvenir partagé. Dans les villages d'Arbinda ou de Tessit, les mères racontent aux enfants la nuit où le ciel s'est éclairé sans peur. Leur voix tremble encore, mais ce tremblement est devenu fierté. Chaque maison repeinte, chaque école rouverte est une phrase du même poème, celui d'un peuple qui a décidé de rester debout. Pour la jeunesse urbaine, c'est une autre révélation. Les étudiants de Ouagadougou citent désormais le nom d'Ibrahim Traoré, non pas comme un héros, mais comme un repère. Ils voient en lui la preuve qu'un Africain peut diriger sans tutelle et rêver sans exil. Des associations civiques organisent des ateliers intitulés « Construire sans attendre », où l'on débat d'agriculture, d'intelligence artificielle et de souveraineté culturelle. Cette énergie neuve remplace les slogans par des projets. À l'extérieur du continent, la perception se fissure lentement. En Europe, des journalistes découvrent un Sahel qu'ils ne reconnaissent plus. Aux États-Unis,
D'anciens soldats parlent de respect plutôt que de pitié. Et dans les diasporas africaines, les conversations changent de ton. On ne parle plus de départ, mais de retour. Car au fond, Tindiban n'est pas qu'une bataille, c'est un miroir. Il renvoie à chacun la question du courage, celui de croire en sa propre capacité à rebâtir. Et si cette victoire appartient au Sahel, son écho appartient au monde. À ceux qui l'écoutent, une idée s'impose. La dignité, elle aussi, se cultive. Le Sahel ne manque plus de courage. Il lui faut une méthode. Après Tindiban, les États de l'AES ont réuni experts civils et militaires pour tracer une feuille de route, pensée non comme un plan d'urgence, mais comme un cycle d'autonomie. Les zones libérées doivent être dotées de garnisons mixtes, composées de soldats et de volontaires locaux, avec pour objectif le maintien de la stabilité à 90% sur 12 mois, mesuré par la reprise du commerce hebdomadaire. Les villages décident eux-mêmes des priorités. Eau, école ou dispensaire. Les fonds publics transitent par des plateformes numériques auditables, évitant toute intermédiation opaque. Les ingénieurs et artisans sahéliens reçoivent des microcrédits pour développer du matériel militaire et agricole, Made in AES. Selon Ibrahim Traoré, chaque outil importé est une minute d'indépendance perdue. D'ici 2026, l'objectif est de remplacer 40% des importations non critiques. Un institut commun de défense et de développement ouvre à Niamey, mêlant tactique, cybersécurité et logistique civile. Chaque promotion comptera 50% d'étudiants non militaires afin de transformer la défense en culture commune. Tous les 6 mois, un rapport citoyen mesure les progrès. Kilomètres de route, écoles restaurées, indicateurs de confiance. Cette transparence fait office de bouclier. Elle transforme la légitimité en habitude. Le Sahel ne bâtit donc pas un miracle, mais une méthode. Et si la victoire de Tindiban fut le feu, cette méthode en sera la flamme. À Arbinda, là où tout avait commencé, la poussière du champ de bataille a disparu. À sa place, un terrain d'entraînement s'étend, planté de drapeaux rouges et verts où des enfants jouent à imiter les soldats. Chaque matin, un officier répète aux nouvelles recrues la phrase qu'Ibrahim Traoré avait prononcée dans la radio cette nuit-là. « Je suis devant, suivez ». Ces mots, simples et rugueux, sont devenus un serment collectif. Les anciens combattants y reviennent parfois, silencieux. Ils observent les jeunes qui s'exercent à marcher droit, non pour obéir, mais pour comprendre. Car ici, la discipline n'est plus une contrainte, c'est une continuité. Le passé enseigne sans s'imposer, et le courage circule comme un héritage transmissible. À mesure que le soleil se lève sur le Sahel, les cicatrices se referment. Le sable recouvre les ruines, mais la mémoire reste nue. Ce lieu n'est plus un champ de guerre, c'est un miroir d'identité. Et dans ce miroir, une vérité persiste. La dignité ne meurt pas. Le Sahel a retrouvé sa voix, et cette voix résonne plus loin qu'on ne l'imaginait. Dans les marchés, sur les ondes, dans les rues, les mots d'Ibrahim Traoré circulent comme un refrain. Nous avons combattu sans tuteur. Mais ce refrain n'appartient pas qu'à lui. Il appartient à ceux qui écoutent, questionnent et décident d'agir à leur tour. Chaque victoire demande des témoins. Chaque témoin devient messager. Ceux qui racontent cette histoire ne prolongent pas une gloire. Ils nourrissent une conscience. Le monde observe le Sahel. Le Sahel se regarde enfin lui-même. Ce récit, pourtant, n'est pas clos. Il s'écrit à chaque partage, à chaque débat, à chaque regard posé sur une carte d'Afrique débarrassée de ses complexes. Alors, où que vous soyez, à Paris, à Bamako ou à Ouagadougou, souvenez-vous, l'histoire du Sahel n'a jamais été une histoire lointaine. Elle parle de nous tous, de ce que nous choisissons de croire. Et vous, que ferez-vous du courage qu'ils ont réveillé ?